Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence, c'est votre rendez-vous sur les influences qui se trament dans les coulisses des réseaux sociaux jusqu'à midi avec Guillaume Bigot et Juliette Briens. En direct aujourd'hui des rencontres de Saint-Raphaël qui sont organisées par la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Jean-Marie Bordry. Au programme aujourd'hui Guillaume. On va parler d'un pion islamo-racaille sur TikTok. On va se demander avec le sociologue Michel Maffezoli s'il existe encore une neutralité dans le service public de l'audiovisuel. On va également s'interroger sur ce qui reste de l'autorité de la parole scientifique à l'ère des tweets et du Covid et des réseaux avec la physicienne et académicienne Catherine Bréchignac. Enfin, on se penchera sur l'échec de l'assimilation, sur la progression inquiétante du séparatisme sur les réseaux sociaux en compagnie du préfet Didier Lesky qui est un grand spécialiste de l'immigration. Allez, c'est parti pour Politique sous influence jusqu'à midi sur Sud Radio. On commence par cette question existentielle, Guillaume et Juliette. Mon pion est-il sur TikTok ? Exactement. Alors Juliette, vous savez que les petits garçons ont tous un jour ou l'autre rêvé d'être pompiers et de jouer avec un camion de pompiers. Or, il y a un sale garnement qui a réalisé ce rêve de gosse et qui s'est filmé sur les réseaux sociaux. Seulement, c'était pas du tout bon esprit, ça a même viré au cauchemar. Il faut dire que notre influenceur vidéaste n'est plus tout à fait un enfant. Expliquez-nous, Juliette. Oui, alors la semaine dernière, la France a découvert, assez stupéfaite, le dénommé Ryan, un jeune homme de 20 ans qui s'est filmé en train de dérober du matériel dans un camion de pompiers et qui a diffusé les séquences sur Snapchat avant qu'elles ne soient relayées sur Twitter. Donc ces vidéos ont fait un bad buzz monumental sur les réseaux et ont été partagés des milliers de fois. Un bad buzz, en fait, c'est un peu l'équivalent des bad trips, c'est-à-dire que le buzz a tourné au lynchage numérique, c'est ça ? Oui, exactement. Ryan n'a pas tardé à être submergé de messages d'indignation en tout genre. Oui, enfin une indignation apparemment assez légitime. Oui, très légitime. Donc en fait, cet idiot est retourné dans un véhicule est rentré dans un véhicule de sapeurs-pompiers de Paris, alors que ces derniers portaient secours à une victime dans une école d'Ablon-sur-Seine, donc en Val-de-Marne, et il s'est ensuite filmé en train de déposer le mariole dans le camion. Il s'est filmé en train de déposer ce matériel volé aux pompiers dans le coffre d'une voiture. Voilà. On l'entend donc proférer sur ces vidéos de charmantes paroles comme voilà, je baise les pompiers, nique les pompiers de France qui font les malins ou tant d'autres choses charmantes. Ah oui, non, c'est la grande classe. Puis c'est apparemment un cumulard. Donc il y a une espèce de vandalisme, il y a du vol, il y a des insultes. Il faut rappeler surtout que ce sont contre des hommes dont le métier c'est de risquer leur vie pour sauver la nôtre. Donc c'est un sacré loustique. Comment vous l'appelez, Ryan, c'est ça ? Oui, c'est pas le mien et c'est surtout pas celui des internautes. En tout cas, il a été interpellé parce qu'en fait les internautes sont allés sur Twitter interpeller le compte de la police nationale. Ils ont bien fait. Et ils ont également porté plainte sur la plateforme Pharos. Ah oui, Pharos, c'est un outil en ligne très très important. C'est un site du ministère de l'Intérieur sur lequel on peut et même on doit d'ailleurs signaler des comportements qui peuvent faire songer à une expression d'islamo-terrorisme. Ça fait partie d'un dispositif de lutte contre le terrorisme. Exactement. Et d'ailleurs, Ryan est allé sur son réseau préféré Snapchat un peu plus tard pour y poster une autre vidéo où il menace de mort les policiers en faisant l'apologie du terrorisme. On va l'écouter. Je vais les niquer. Tu vas niquer quoi ? Et je vais aller dans le commissariat. Allahu Akbar. Voilà, en mimant la Kalachnikov. Donc, non, là, on arrête de rigoler. Donc les pompiers ont porté plainte, j'imagine. Voilà, il y a eu les pompiers de Paris ont porté plainte. Ça a abouti à l'interpellation du mis en cause samedi dernier à Juvisy-sur-Orge. Et dans l'Essonne. Pardon ? Oui, c'est dans l'Essonne, Juvisy-sur-Orge. Voilà, mais il s'est pas du tout calmé. Le jeune homme s'est empressé donc de poster une autre vidéo montrant un membre des forces de l'ordre à son domicile pendant cette interpellation. Donc voilà, il est dans le vlog. Et donc ce bad buzz. Le vlog, c'est un blog vidéo. C'est ça, c'est le blog vidéo. Une contraction entre blog et vidéo. Exactement. Okay. Et donc il a filmé sa propre interpellation chez lui, tranquille. Et face au bad buzz, il a fini par regretter ses frasques sur son compte Instagram. Il a parlé de blagues. Alors ça c'est fou, c'est-à-dire que c'est pas l'interpellation qui le gêne, c'est le bad buzz. Oui, c'est plutôt ça. Voyons. Il a plutôt dit que donc c'était une blague qui a été mal prise et il a évoqué une volonté claire de lui nuire. Il est parano en plus. Il a aussi demandé pardon à sa maman. Voilà, comme c'est mignon. Pardon à sa maman. Faut dire que Ryan a été placé en garde à vue. Alors
précision, il était jusqu'ici inconnu des services de police. Hein. Il risque quoi, ce petit fils et sa maman? Les tribunaux étant légèrement engorgés en ce moment, il ne risque pas grand-chose. D'ailleurs, il a écopé d'une composition pénale avec une obligation de participer à un stage de citoyenneté. Ça fait peur, ça. Juste avant d'être mis en liberté. Ah oui, non, mais il doit trembler, Ryan, face à une perspective aussi inquiétante qu'un stage de citoyenneté. C'est vraiment décidément une justice absolument implacable. Mais qui c'est ce Gugus, en fait, ce Ryan? On sait qui c'est un peu? En fait, Ryan, c'est pas seulement un voleur, c'est aussi un influenceur, et en plus qui cartonne sur les réseaux sociaux avec plus de 175 000 abonnés sur TikTok, 35 000 sur Instagram et beaucoup aussi sur Snapchat, mais sur Snapchat, on peut pas avoir le nombre exact. Il se définit... il a du succès, quoi. Voilà, énormément. Donc il se définit sur ses comptes lui-même comme arabe, musulman et banlieusard, et il fait de l'humour. Voilà. Ouais, moi je crois que je préfère nettement l'humour anglais, mais enfin bon. On est bien d'accord. En tout cas, Ryan se met en scène le plus souvent dans sa voiture, en playback sur des chansons de rap, ou encore dans la rue avec ses amis, en train de brailler à qui ne veut pas l'entendre, qui sont là pour galocher, le tout dans un langage très châtié, ponctué de voilà, le Coran, wesh en guise de ponctuation. Voilà. Oui, bon, vous avez le tableau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil du délitement culturel, c'est la culture, c'est la fameuse culture Tessie, quoi, qui enrichit un peu plus notre pays chaque jour. Vous savez que, Juliette, plus sérieusement, d'où vient le mot banlieue d'ailleurs? Je ne sais pas, je sens que je vais bientôt le savoir. Bon, alors, je cède à votre demande irrésistible. La banlieue, ça désignait le lieu du ban, c'est-à-dire le ban, c'est vraiment l'objet sur lequel on s'asseyait le seigneur au Moyen-Âge pour rendre la justice. D'où le mot banni d'ailleurs, être rejeté de mise au ban. Voilà. Et la banlieue donc a bien changé parce que la banlieue c'était au Moyen-Âge l'endroit de la justice. Mais bon, je m'égare un peu. Et il y a quelque chose d'encore plus incroyable dans cette histoire, Juliette, c'est ce que vous allez me dire. Le plus fou reste à venir. Le plus ouf, comme dirait Ryan. Donc le plus ouf, alors, c'est son métier, le métier de Ryan. Il n'est pas qu'influenceur sur les réseaux sociaux, il est en fait surveillant dans un collège. C'est un pion. Un pion? Voilà, exactement. Ils ont bien changé les pions depuis mon enfance. Exactement. Et donc notre pion, il est sur TikTok et il relaye régulièrement ses frasques professionnelles. On peut donc le voir en jogging bandoulière Lacoste au milieu de ses élèves, qu'il appelle par ailleurs frère, cousin ou encore gros. Oui, alors gros, précisons que ça fait pas référence à l'embonpoint réaliste supposé des élèves, mais au diminutif nigger, negro en américain, c'est-à-dire psychologiquement tout ce petit monde se croit vivre à l'heure des ghettos de LA ou du Bronx. Hein, c'est ça. En tout cas, voilà. Gros, gros. Voilà. C'est comme ça qu'il appelle ses élèves. Et donc, il filme ses élèves sans se soucier de l'anonymisation des mineurs à aucun moment. Et puis, il les interpelle, par exemple, en pleine révision pour leur promettre qu'avec lui, ils ont le droit de tricher. J'ai vu des choses folles. Je l'ai vu organiser des concours de gifles avec ses élèves aussi. Bien. Celui qui gagne une pub sur Snapchat. Voilà, c'est le genre de vidéo que j'ai pu voir sur son TikTok. Donc assez choquant. On est dans l'éducation là, éducaré. Quand on parle de mineurs, évidemment. Élever le nombre d'abonnés même. Voilà. Et puis il a également donc Ryan des vidéos où il égaye la vie scolaire. Donc il a retapé la vie scolaire et il a inscrit sur le tableau des petits messages, des petits mots de motivation. Je vais vous laisser écouter ces messages. Allons-y. Voilà. Alors là, j'ai personnalisé un peu la vie scolaire parce que ici c'est chez ma mère. Ici, c'est la vie scolaire, pas chez ta mère. La vida loca ou nada. L'influenceur qui fait kiffer ta sœur. On est en compagnie du professeur qui fait kiffer ta sœur. Voilà, donc ça c'est ce qui est écrit sur le tableau de la vie scolaire. On est très loin de liberté, égalité, fraternité. Voilà, donc sur son TikTok encore, que j'ai largement consulté, je peux vous le dire, on trouve des vidéos où il se lamente par exemple de se faire draguer par des collégiennes de 14 ans qu'il se voit contraint d'éconduire alors qu'il les décrit selon ses mots de missiles. Quel galant homme, il est grand seigneur en plus. Il est vraiment exceptionnel, votre librius là. Oui, est-ce que c'est exceptionnel, ça se discute. Mais en tout cas, sur certaines de ses vidéos, ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi accompagné d'un acolyte. C'est un professeur de chimie. Ah bon, lui c'est un prof. Voilà, mais lui aussi affublé du look jogging, un peu racaille, et lui aussi influenceur sur TikTok. Non mais du cobu totalement dépassé par vos farfadets là.
Complètement. Et donc le compte de ce génie de la pédagogie s'appelle Amine la petite Fafa et compte aujourd'hui près de 262 000 abonnés. C'est une autre star des réseaux. Absolument. Et donc lui, il organise carrément des live TikTok pendant ses cours. Sur ses vidéos, on peut voir par exemple des jeunes élèves voilés dans l'enceinte du collège et en classe. Et il met régulièrement en scène ses élèves, toujours à visage découvert, qu'il fait danser ou agir, toujours sur des musiques de rap. Voilà. Mais c'est quand même de l'inédit, ces profs sur TikTok, là, rassurez-moi un peu. Ben, pas du tout, en fait. C'est pas totalement inédit, c'est un phénomène qui prend beaucoup de l'ampleur. Non, mais qui prend beaucoup d'ampleur. C'est des professeurs, donc les professeurs de TikTok. Donc certains, il faut le dire, ne filment jamais leurs élèves et s'en tiennent à un authentique contenu pédagogique. C'est le cas, par exemple, de Yann Toucourt, qui est un professeur d'histoire à 450 000 abonnés. Ou bien encore certains... Là, c'est vraiment de la pédagogie pure, là, Yann. Voilà, là, c'est vraiment pédagogique. Mais certains se contentent aussi de faire un peu d'humour sympa en adoptant les dernières tendances de l'appli en matière de musique ou des mini-sketchs. Par exemple, le TikToker Timothée THC qui avait buzzé cet été. C'est un professeur de physique-chimie qui avait buzzé pendant le confinement en réalisant des caricatures vidéo de ses élèves. Décidément, il y a vraiment des talents cachés dans ce ministère. Moi, je pense que M. Blanquer, il pourrait organiser une sorte de talent show. C'est ça, de nouvelles stars. Bon, on va rester sur le service public cette fois et on va s'interroger sur la neutralité de ce service public, le service public de l'audiovisuel, avec le sociologue Michel Maffezoli. Allez, restez avec nous sur Sud Radio Politique sous influence jusqu'à midi. Rendez tous au carnet de liaison avec Guillaume Bigot et Juliette Briens. On se retrouve dans un instant. On va parler notamment de Laurent Ruquier. C'était à la télé, c'était sur France 2 et ça parle politique. À tout de suite. Dit Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence jusqu'à midi sur Sud Radio, comme tous les samedis. Votre rendez-vous sur les coulisses des réseaux sociaux et les influences qui s'agitent derrière les rideaux. Nous sommes avec Guillaume Bigot et Juliette Briens jusqu'à midi et on parle du service public, Guillaume. Exactement, plutôt de ce qu'il en reste, de la neutralité du service public. On va en parler avec un sociologue que j'apprécie beaucoup. J'ai dévoré beaucoup de ses ouvrages. Il est auteur de nombreux essais qui ont rencontré un grand succès. Il s'est beaucoup intéressé aux questions de postmodernité, de sortie de ce qu'il appelle le grand récit, des tribus, etc. On va voir d'ailleurs si finalement ces journalistes du service public sont une tribu comme une autre. On s'interrogera là-dessus. Mais d'abord, je vais laisser Juliette un peu camper le décor. Merci beaucoup. Alors. Moi, Juliette, je vous connais, en fait. Enfin, un petit peu. On connaît jamais vraiment les femmes, mais je connais votre admiration sans borne. Je connais votre admiration sans borne pour la neutralité du service public, c'est vrai. Ah oui, vraiment, vous commencez à me connaître, là, c'est sûr. Quant au manque de neutralité du service public, je pense qu'elle ne surprend plus personne. Bon, parions aussi gageons aussi qu'elle va pas s'améliorer avec le calendrier électoral. Ah oui, là, ça sent les présidentielles à plein nez. Dans une séquence de l'émission On est en direct sur France 2, samedi dernier, Laurent Ruquier a reproché à Jean-Luc Mélenchon de ne pas promouvoir l'union de la gauche. D'après lui, les candidats de gauche, Jean-Luc Mélenchon inclus, devraient mettre de côté leur ego pour se rassembler autour d'une candidature unique. Bon, le tout en toute neutralité, évidemment. C'est-à-dire pour mieux battre la droite. En tout cas, Laurent Ruquier ne s'en est pas caché. Il a annoncé la couleur, combattre plus efficacement la droite et neutraliser le presque candidat Éric Zemmour, qu'il a même qualifié de virus qui progresse et d'épidémie qu'il aurait lui-même participé à répandre. Oui, c'est un miasme. On va en croire lire Je suis partout, la presse extrême droite dans l'entre-deux-guerres, en fait. Écoutons Laurent Ruquier. Si vous voulez à ce point le bien des gens, pourquoi, bon sang, vous n'arrivez pas à vous mettre à 4 ou à 5 autour d'une table et à avoir un programme commun? Il faudra lâcher peut-être du lest dans votre programme et les autres aussi. Mais si on veut le bien des gens, on met son ego, pas seulement le vôtre, les autres aussi. Moi, j'ai pas une affaire d'ego. Oui, mais les autres, peu importe. On met chacun ses 4 égos sous un mouchoir et vouloir le bien des gens, c'est s'entendre entre 4 ou 5 personnes intelligentes. C'est pas rester chacun dans son coin. Autrement, jamais vous me ferez croire que vous voulez le bien des gens, monsieur Mélenchon. Voilà, oui, l'ego de M. Mélenchon, je crois que c'est pas un sujet. En tout cas, bien compris. Jean-Luc Mélenchon était un peu piqué et Laurent Ruquier a repris de plus belle d'ailleurs, n'hésitant pas à lui indiquer la marche à suivre, le mode d'emploi pour que la gauche arrive à ses fins. Il faut aller voir les 4 autres et leur dire c'est la seule façon. Et là, vous serez au second tour. Il n'y a rien de honteux à se ranger derrière Yannick Jadot. Oui, en fait, M. Ruquier a assumé en journaliste absolument impartial et objectif son rôle. C'est-à-dire un rôle de coach de la gauche, en réalité. C'est ça l'idée. En tout
cas, l'extrait a été largement diffusé sur Twitter et a suscité de nombreuses réactions, surtout à droite. On a l'éditorialiste et avocat Gilles William Goldnadel qui a dénoncé la partialité de Ruquier. Je cite son tweet. Ainsi, un animateur de service public exhorte la gauche et l'extrême gauche à s'unir tendrement sans y voir d'obscénité. Il ne lui est pas venu la même exhortation lorsqu'il reçut Zemmour, car pour lui, l'union des droites est une abomination, la TV publique est une aberration. Bon, tendrement, obscénité, je reconnais bien le sens de la nuance de notre ami Il William Goldnadel. n'est pas le seul à s'être indigné. La chroniqueuse Zora Bitan qui s'est aussi interrogée depuis quand Laurent Ruquier décrète qu'avec la gauche de Mélenchon, Jadot ou Hidalgo, les Français auraient une meilleure vie. Il est en campagne ou je rêve? Voilà, pour Zora Bitan. Ouais, je résiste pas au plaisir de citer aussi mon complice dans une autre rédaction, Thomas Lequertier. L'honnêteté me pousse à dire d'ailleurs qu'il est régulièrement traité de facho par les trolls. Alors, vous savez ce que c'est maintenant les trolls si vous suivez Politique sous influence, les trolls de LFI, et il est aussi traité de gaucho par les trolls du Rassemblement National. Donc c'est pas finalement un mauvais baromètre pour mesurer ce qui se passe quand on est encore un peu fidèle à une idée d'impartialité dans le journalisme. Or Thomas Lequertier, présentateur et journaliste sur CNews, a tweeté « Découvrez grâce à nos impôts le tuto de France 2 pour faire gagner la gauche en 2022 pendant que la bien-pensance me bassine avec ma déontologie journalistique quand je présente une émission sur CNews. » Voilà. Mais je crois que la palme de l'ironie grinçante revient à Bernard de la Billardière, c'est ça ? Oui, pas mal. Il a demandé à ses tweetos si Laurent Ruquier était président candidat à la présidentielle, tout simplement. En tout cas, le sujet de la neutralité sur le service public surgit au moment où les Français reçoivent le montant de leur taxe d'habitation assortie à la redevance télévisuelle. Comme par hasard, je peux vous dire que moi je l'ai reçu personnellement. Combien? C'est 138 euros 138 euros, exactement. Et donc une partie des 138 euros pour coacher Monsieur Mélenchon, c'est ça? Oui, les grands esprits se rencontrent. Voilà. Donc c'est exactement la réflexion d'ailleurs qu'a partagée Elisabeth Lévy. Elle aussi, elle s'est indignée de l'attitude de Laurent Ruquier et selon donc la rédactrice, la directrice de la rédaction du magazine Causeur, l'animateur se comporte comme le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, elle consacre son dernier magazine, Elisabeth Lévy, à cette question de la neutralité. Mais cette fois-ci, c'est France Inter qui est épinglée. La une du magazine s'intitule... C'est la fameuse affaire de la moustache. S'intitule exactement France Inter, ras-le-bol de payer pour se faire insulter. Et l'image de couverture du magazine, c'est une capture vidéo qui, elle aussi, a fait vraiment 10 fois le tour des réseaux sociaux. C'est celle dans laquelle l'humoriste de France Inter, Charline Vonnecker, crayonne une affiche d'Éric Zemmour dessinant une moustache hitlérienne et rajoute 2 lettres derrière la lettre Z pour écrire le mot Zob. Vous vous rappelez de cette... très élégant, vraiment très tout dans la nuance, quoi. Voilà, donc en tout cas, elle a été postée cette vidéo le 16 septembre par Charline elle-même sur son compte Instagram à 80 000 abonnés. Cette vidéo, elle a immédiatement fait polémique. On avait Florian Philippot, par exemple, le président des Patriotes, qui a été un des premiers à réagir sur Twitter en dénonçant la nazification cool, chic et autorisée car payée par nos impôts. C'est-à-dire... Il y a surtout quelque chose de vraiment frappant dans cette affaire, c'est que c'est quand même une illustration aussi du mécanisme de poids deux mesures, parce que je crois me souvenir que la présidence de la République avait immédiatement, très promptement réagi lorsque l'image du chef de l'État avait été caricaturée en mode Troisième Reich. Ouais, on a par exemple le compte @ewanscotch qui s'est pas privé de faire le parallèle. Il dit Macron caricaturé en Hitler, le colleur d'affiche écope de 10 000 euros d'amende, Zemmour caricaturé en Hitler, Charline, sujet belge rémunéré par les impôts des Français, la justice ne bouge pas un cil. Voilà, bon, on va aborder cette question avec vous parce que vous êtes sociologue, vous avez été l'élève de Gilbert Durand qui était, je crois, très intéressé par les questions de psychologie, de Julien Freund qui était un grand penseur du politique. Et donc les deux questions que j'ai envie de poser, c'est un peu des questions qui mélangent la psychologie et la politique. Politiquement d'abord, cette réaction-là, par exemple celle de Monsieur Ruquier qui n'hésite pas à se contredire, ça semble pas très politique, c'est pas très habile, c'est pas très machiavélique. À quoi il joue en fait sur le service public ? Ça j'en sais rien, mais puisque vous venez de dire que je suis disciple de Gilbert Durand, je vais rappeler que j'ai fait ma thèse d'État à l'époque, dans les années 70 avec lui, et un chapitre de cette thèse, c'était quand le service public prend le public à son service. Ah oui, déjà. Et vous avez c'est prémonitoire. Voilà ma réponse déjà, c'est-à-dire que d'une certaine manière... C'est le sens de la punchline, vous aussi, vous devriez être sur le réseau. Non, c'est de la foutaise, le service Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, monsieur Mafedoli ? Oui, je suis un vieux mec, mais enfin bon. On m'aide, mes filles m'aident à être sur les réseaux sociaux. Je suis moi-même assez nul là-dessus. Mais voyez cette idée du service public qui est une foutaise actuellement. Excusez-moi de parler brutalement et un peu vulgairement, mais depuis de longue date, ils ont pris le service à leur public.
public. J'étais formé, Julien Freund, mon second maître, comme on dit de dire, Max Weber. Max Weber avait une très belle idée. Il parlait de la neutralité axiologique. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai toujours pratiqué. Ça m'a valu beaucoup d'ennuis, d'ailleurs, dans mon milieu et parmi mes chers Mais là, ils collègues. n'y sont pas du tout sur le service public. Bien évidemment. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la neutralité axiologique. Neutralité axiologique, c'est-à-dire le fait que, d'une manière axiomatique, c'est-à-dire au niveau du droit, si je puis dire, il faut qu'il y ait cette neutralité. Et Weber le disait à la fois pour les intellectuels, pour les journalistes, voilà, pour tous ceux qui avaient un monopole de la parole. Et qui disait des choses. Et pour ma part, ce mot, oubliez l'expression neutralité axiologique, mais elle me paraît importante. Bien sûr. Encore avant de vous répondre, excusez-moi, je suis un vieux prof, donc je suis obligé de faire des écarts. Hegel, 1830, 1825, disant la lecture du journal, c'est la prière de l'homme moderne, exactement. Voilà. Quelques décennies plus tard, Nietzsche, disant encore 1888, encore un siècle de journalisme et les mots pueront. C'est dur, hein. Et parler du vomitus matutinus. Il ne savait pas qu'il y avait aussi un journal du soir à l'époque qui vomissait. Matin, midi, soir. Voilà. Quand on aime, on ne parle pas. Ce pour vous dire, alors j'ai oublié tout ce que je viens de dire, mais pour vous dire que actuellement il y a un scandale de mon point de vue. C'est-à-dire que l'exemple que vous venez de donner, je l'avais vu également, c'est typiquement un viol. Un viol des consciences. Un viol des consciences, c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire quelqu'un qui va, en quelque sorte, abuser, dans le sens simple du terme, à partir de la position qui est la sienne, soyons clairs quand même. C'est ça. Et donc, donne sa conviction. On peut avoir des convictions. Moi, par exemple, dans ce que j'écris, je donne jamais mes convictions. Je fais une description. Vous avez dit que j'étais un sociologue, je suis pas un sociologue. Hein, Pardon d'utiliser des gros mots comme ça. Un renifleur de la vie sociale, ou un rêveur, peu importe en la matière. Mais en tout cas, mes chers collègues, puisque eux, ils ont leurs convictions. Moi, je donne jamais mes convictions. Quand j'analyse les tribus, quand j'analyse, etc., moi, je suis un petit bourgeois classique, producteur, et tu dis quanti, et je décris dans mes livres le contraire de mes convictions. Alors que dans le fond, là actuellement, l'exemple que vous avez donné, c'est quelqu'un qui va nous jeter à la figure. Oui, mais ce qui est très étrange, Michel Maffezoli, c'est qu'il met en avant lui-même cette impartialité axiologique dans d'autres cas, si vous voulez. Bon, et par ailleurs, sur un plan psychologique, on comprend pas très bien ce qu'il fait. On a l'impression qu'il a besoin, espèce de besoin pathologique, d'afficher son appartenance, comme vous diriez, au terme de sa subjectivité, son imaginaire, montrer son tatouage idéologique, et on retombe un peu sur vos fameuses tribus postmodernes. C'est un membre d'une tribu, c'est ça? Ah ben je pense que ça constitue actuellement, il y a une tribu, ils ont peur de ce mot. Moi, quand j'avais proposé le temps des tribus, on m'a dit c'est pas bien, c'est caca, c'est quelque chose qui n'est pas dans la République une et indivisible, mais c'est dans la res publica. La chose publique. Donc il y a une tribu de gauche, comme un peu avec une particule de gauche. Et grosso modo, ils ont pris le pouvoir, soyons clairs, dans ce qu'il est convenu d'appeler les mainstream. Et donc de ce point de vue, mais en même temps, moi je nuance, vous voyez, je considère pas que ce soit très important. Cause toujours, tu m'intéresses. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Dans mon petit village, je suis d'un petit village des Cévennes, dans le sud de la France, et je discute avec ma parentèle, mes amis, etc. Et ça marche pas, ça n'imprime pas. C'est bien ce que je viens de vous dire. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas lieu fondamentalement de s'affoler. Voilà. Bon, très bien. Mais en tout cas, on a bien compris que journalistes et services publics et de gauche, c'est des pléonasmes. Et puis, absence de sanctions. C'est une antiphrase. C'est une antiphrase. Quand Orwell parle du ministère de la guerre, il dit ministère de l'amour. La guerre, c'est la paix, etc. Non, il dit ministère de l'amour. C'est ça. Le ministère de la guerre. Et là, actuellement, le service public, c'est une antiphrase. C'est tout. C'est-à-dire, ça n'a rien de public. Voilà. Mais ça a quand même, c'est pas un spécialiste des sciences sociales qu'on peut dire ça, qu'on peut apprendre ça. Vous le savez mieux quiconque. L'influenceur influence la chose observée. Donc, en faisant ça et en mettant les gens, en énervant les gens, il change un peu la donne, non? J'y crois pas. Ces statistiques, ça sert à rien. Vous connaissez, je vais le dire tout à l'heure, l'expression de Churchill. Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Exactement. Merci infiniment, Michel Maffezoli. Merci infiniment. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Politique sous influence, les influences dans les coulisses des réseaux sociaux et de la politique. On est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio. On remercie notre invité Michel Maffezoli. On remercie aussi Juliette Briens et Guillaume Bigot, qu'on retrouve dans quelques instants en direct de Saint-Raphaël. Les rencontres de Saint-Raphaël qui sont organisées par la revue Politique et Parlementaire. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio.
Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Sud Radio, politique sous influence, les influences qui se trament derrière les réseaux sociaux. Jusqu'à midi sur Sud Radio, en duplex des rencontres de Saint-Raphaël, organisées par la revue politique et parlementaire. C'est avec Juliette Briens et Guillaume Bigot. Voilà, merci Didier Lesky d'être avec nous sur Sud Radio et dans Politique sous influence. Soyez le bienvenu. Vous êtes fonctionnaire, préfet, vous dirigez l'office de l'immigration et de l'intégration et vous êtes aussi un auteur et vous avez commis pas mal d'ouvrages, mais le dernier c'est un précis tout à fait remarquable, je trouve, sur ce sujet très sensible qu'est l'immigration, qui s'appelle Ce grand dérangement, la collection Tract Gallimard, l'immigration en face. Alors on va revenir avec vous sur ces dangers du séparatisme et peut-être voir si les réseaux sociaux sont un bon marqueur de ce séparatisme. Mais d'abord, on va un peu camper ce décor avec Juliette. Oui, alors le 4 octobre, le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, a tenu à remettre les points sur les i sur la question du voile intégral. Dans un communiqué, il a effectué un rappel à la loi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que dit exactement son communiqué? Oui, il commence par rappeler que plusieurs jeunes femmes ont été vues récemment aperçues dans le centre-ville de Montpellier, porteuses d'un voile intégral, leur couvrant le visage, à l'exception des yeux. Le préfet donc tient à rappeler qu'en vertu des dispositions de la loi, il est interdit de porter dans les lieux publics une tenue destinée à dissimuler le visage de type burqa ou niqab. Il évoque aussi la possibilité que des personnes affiliées à des mouvances islamistes séparatistes aient profité de l'obligation du port du masque dans l'espace public, rendu nécessaire par la situation sanitaire évidemment, pour revêtir un voile intégral. Alors on écoute le préfet, je crois. Exactement. Non seulement le niqab n'est pas le bienvenu dans notre pays parce qu'il est porteur d'idéologie d'oppression et de séparatisme, et puis parce que il a été déclaré illégal et que la loi de 2010 s'applique toujours. Et un représentant de l'État dans le département n'est pas un simple spectateur, c'est un acteur engagé, en tout cas moi je me considère comme étant très engagé au service de la République. Alors la répétition étant la base de la pédagogie, Juliette, rappelons exactement ce que dit cette loi du 11 octobre 2010. Donc la loi du 11 octobre 2010 prévoit que les personnes qui portent un voile intégral ou dissimulent leur visage sont passibles d'une amende de 150 € ou d'un stage de citoyenneté, encore un. En outre, toute redoutable, le stage de citoyenneté, on tremble d'avance. En outre, toute personne obligeant une femme à dissimuler son visage risque 1 an de prison et 30 000 € d'amende. Consigne a donc été donnée aux forces de l'ordre de contrôler et même de verbaliser. Attendez Juliette, là vous êtes en train... Là, c'est un dérapage très grave. Vous êtes en train de nous faire croire que cette loi serait enfin appliquée? Oui, tout arrive, Guillaume. Même que la loi républicaine soit appliquée en République? C'est incroyable. Et c'est tellement inédit que le communiqué a été forcément largement relayé sur Twitter, notamment par la préfecture elle-même. Et on a pu voir le nombre d'internautes s'étonner qu'une loi en vigueur depuis plus de 20 ans puisse encore ne pas être appliquée et surtout s'étonner de cette soudaine fermeté, quoi. Non, mais c'est un peu ironique, hein, bien sûr, mais il n'y aurait pas un rapport quand même avec l'approche du scrutin présidentiel? Je vous trouve un peu mauvaise langue, Guillaume. Mais plus sérieusement, le préfet a justifié sa décision en expliquant qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre le séparatisme à l'occasion de l'adoption de la loi du 24 août 2021 qui vise à lutter contre le repli communautaire. Voilà. La loi sur le renforcement de la République, hein, c'est un des principes de la République. Exactement. Okay. Le préfet qui fait donc appliquer la loi, hein, c'est un peu comme un homme qui fait la vaisselle, vous trouvez pas, Guillaume? Ils sont obligés d'en faire des caisses alors que finalement ça devrait être normal, quoi. Ah, c'est vous qui êtes vraiment taquine. En tout cas, certains apparemment ne font pas grand cas de la loi. Quelques jours plus tôt, le vendredi 1er octobre à Lyon, un homme de 33 ans s'est fait rouer de coups par une bande pour avoir défendu sa copine qui se faisait draguer lourdement. En plus de s'ajouter à la longue liste d'agressions qui rythme désormais le quotidien des Lyonnais. Et pas que des Lyonnais, hélas, oui. Exactement. Celle-ci semble en fait concerner un autre fait de société qui s'appelle le racisme anti-blanc. Oh là là, Juliette, t'as pas de gros mots. Hein. Le racisme anti-blanc, je suis pas certain qu'on ait le droit d'utiliser ce concept très très orienté, mais enfin bon, c'est quand même une histoire assez grave si on revient sur le terrain. C'est sordide. Hein. On va écouter tout de suite, Emma, la copine du jeune homme qui raconte l'agression justement. Ça a terminé en bagarre, en une seconde. On décide de partir, on nous suit. D'autres personnes arrivent au moment où quelqu'un scande « niquez-lui bien sa mère à ce fils de pute de blanc ». Donc nous on s'est dit mon Dieu, et en fait à partir de ce moment-là il y a des gens qui ont commencé à arriver encore plus. Donc je pense qu'au maximum il y avait 8 personnes sur mon copain, il y en avait peut-être plus. Enfin de toute façon ça se passe tellement vite qu'on se rend pas compte. On fait tomber mon copain par terre et on lui met des coups de pied dans la tête de partout.
Terrifiant. Donc Emma, elle a fait un post Facebook. Je vais quand même un peu vous dire ce qu'elle dit dedans parce que c'est quand même important de revenir dessus. Elle explique sur Facebook donc que certains le frappaient son copain, et elle dit: je suis sûre qu'il ne savait même pas pourquoi. C'était un véritable effet de meute, un acharnement gratuit. Il voulait juste casser du blanc. Elle rajoute après: les policiers n'ont pas pris notre plainte en direct. Ils nous ont invités à le faire ultérieurement. Elle dit que les pompiers ont dit que ça arrivait tout le temps, qu'ils n'avaient pas le temps. J'ai l'impression à les entendre qu'il y avait une très grande lassitude chez eux. Les pompiers nous ont dit que ça arrivait tous les soirs, et en partant, les policiers ont aussi lancé, comme ça, vous savez pour qui voter l'an prochain. Bon, revenons en tout cas, évidemment c'est un fait divers, mais comme vous savez, ce qui distingue un fait divers d'un fait de société, c'est qu'il y a... là, dans ce cas, la répétition, il y a un mécanisme de déni, et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que cette jeune femme elle-même a dit qu'avant cet épisode, elle croyait à l'existence de ce fameux privilège blanc, et elle a découvert malheureusement de privilège blanc à racisme anti-blanc. C'est ça, ce que ça pouvait vouloir dire. Et elle dit qu'elle n'est pas en sécurité dans sa ville, c'est ça? Ouais, et puis elle se plaint, en fait, elle me dit, je ne me sens pas en sécurité dans ma ville, et quand je le dis, je me fais taxer d'extrême droite. Bon, en tout cas, on va revenir sur ce qu'on peut, en prenant un peu de recul avec vous, Didier Lesky. Je rappelle que vous êtes le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. On dit l'OFI. L'OFI, oui. L'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et vous êtes aussi auteur. Je trouve que c'est formidable d'avoir un serviteur de l'État qui connaît, disons, la machine administrative, les lois et la réalité sur le terrain, qui est aussi un intellectuel très libre de parole. On va tout de suite le vérifier d'ailleurs, si vous voulez bien en direct. Est-ce que la réaction de votre collègue de l'Hérault, le préfet de l'Hérault, n'était pas un peu surjouée? Je ne crois pas qu'elle soit surjouée. Je pense que de temps en temps, il est important de rappeler que la loi n'est effective que si on a peur à un moment donné du fait qu'elle peut amener à des sanctions. Si vous voulez, c'est comme le code de la route. Vous dites, c'est très étrange cette application de la loi, mais c'est pareil. Il y a des tas de gens qui vont au-delà des 130 km/h sur les autoroutes, et à un moment donné, il peut y avoir une sanction qui peut être même très forte. Cela dit, sur le fond, en ce qui concerne le foulard et le foulard intégral, puisque c'est de ça qu'il s'agit, mais au-delà de ça, la question première du foulard, c'est que c'est partout où il se développe, bien dans le monde, pas simplement en France, mais dans le monde en général. On peut pas dire qu'en même temps se développe la démocratie ou le vivre ensemble. Et c'est ça c'est ça que le préfet rappelle quand il dit: je suis en même temps un haut fonctionnaire qui est là pour défendre les valeurs de la République contre le séparatisme. Et c'est particulièrement vrai à Montpellier. Mais aussi, ce qui a fait réagir sur les réseaux, c'est qu'on a quand même l'impression que c'est cette législation qui est excellente, elle n'est pas souvent appliquée en fait. Pourquoi vous dites ça Parce qu'on croise assez fréquemment des femmes qui sont... Oui, mais ce qui est vrai, c'est que on a eu une période pendant la crise Covid où la question du masque et de se masquer le visage a pris une dimension... il y a un relâchement Covid alors. Qui n'était pas le même, et à un moment donné, les priorités étaient sans doute pas de regarder exactement si les personnes avaient ou pas un masque sur la bouche et sur le nez, puisque c'est ça qu'on leur demandait. Après, il a raison de souligner que certaines personnes, de manière opportuniste, ont trouvé là le moyen... Profiter de la situation. Le moyen de remettre au goût du jour un symbole qui, lui, est porteur, comme il le dit, d'une idéologie qui n'est pas celle qu'on souhaite voir se développer dans le pays. Merci infiniment, Didier Lesky. Et on rappelle votre dernier ouvrage sur l'immigration, qui s'appelle Le Grand Dérangement, édition Gallimard, dans la collection Tract. Excellente. Merci infiniment. Merci à vous. Et je rappelle que Didier Lesky est directeur général de l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Restez sur Sud Radio, chers amis. Politique sous influence revient dans quelques instants sur Sud Radio avec Juliette Briens et Guillaume Bigot. On va parler du coronavirus. Ça vous avait manqué, les amis? C'est aussi sur les réseaux sociaux. Quel statut pour la parole des scientifiques sur Twitter, sur Facebook et sur TikTok en pleine période d'épidémie? On en parle dans un instant en duplex de Saint-Raphaël et des rencontres de Saint-Raphaël. À tout de suite. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence sur Sud Radio jusqu'à midi en duplex des rencontres de Saint-Raphaël qui sont organisées par la revue politique et parlementaire. En duplex de Saint-Raphaël, Guillaume Bigot et Juliette Briens. Guillaume Bigot.
Alors, on va parler de la post-vérité, on va parler de l'autorité de la parole scientifique à l'heure des réseaux sociaux. Est-ce qu'elle a été covidée de sa substance par l'épisode de pandémique? Et on a beaucoup de chance d'avoir parmi nous, et merci de votre présence, Catherine Bréchignac. Vous êtes à la fois, vous avez été présidente du CNRS, vous êtes ce qu'on peut dire une autorité scientifique, vous êtes une scientifique et vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences et secrétaire perpétuel de cette académie, et vous êtes intéressé tout au long de votre carrière aussi à des questions d'épistémologie, précisément de l'autorité des questions scientifiques. Donc on va tenter de comprendre ce qui s'est passé dans cette autorité scientifique. Est-ce qu'elle lâche des tweets, des likes, des followers? Est-ce qu'il reste finalement une autorité pour la parole scientifique? Juliette, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'usage des réseaux sociaux a littéralement explosé. À la faveur des mesures de confinement, selon une étude de Harris Interactive, 40% des internautes français déclarent avoir créé un compte sur les réseaux sociaux ou une application de messagerie instantanée pendant le confinement. En fait, c'est la pandémie qui a multiplié les nombres d'utilisateurs des réseaux sociaux, et je pense qu'aussi la pandémie s'est invitée comme sujet sur les réseaux, c'est ça? Oui, mais pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les plateaux télé. On a vu nombre d'experts s'affronter, se contredire, changer d'avis sur à peu près tous les sujets entourant la Covid-19. Résultat, le niveau de confiance des Français et des Occidentaux en général à l'égard de la parole scientifique s'est littéralement effondré. On a une étude de la National Academy of Science qui nous indique que le niveau de confiance des Français aurait baissé de 18 points entre niveau de mars confiance des Français dans la science et décembre 2020 en la science, oui, en la parole des scientifiques. Et ce qui est intéressant aussi de noter, je crois, dans cette étude, c'est que ça ne baisse que de 6 points aux États-Unis, ça reste relativement stable en Grande-Bretagne. Donc c'est assez mystérieux. Mais ces informations scientifiques, c'est vrai qu'on a l'impression les informations scientifiques se sont propagées, mais en même temps que des informations qui n'étaient pas du tout scientifiques. Et tout ça s'est répandu et s'est entremêlé sur les réseaux. Disons qu'un phénomène que certains ont baptisé l'infodémie est né sur les réseaux sociaux. C'est un phénomène qui a permis à des internautes dépourvus de la moindre formation scientifique d'accéder à des informations de tout type, qu'elles soient valides ou non valides. D'ailleurs, tout le monde, en fait, y va de son petit avis sur le masque, sur le virus, sur le vaccin. Oui, on a vu énormément d'épidémiologistes apparaître comme ça, comme des champignons un peu sur les réseaux sociaux. L'exemple le plus criant, ça a été quand même l'affrontement entre les pros et les anti-vaccins, qui sont invectivés à grands coups d'articles, articles de revues classées ou pas classées, d'études randomisées pas randomisées, de théories plus ou moins fumeuses, de preuves irréfutables ou bancales. Enfin bref, on a quand même l'impression, je crois que c'est Clémenceau qui disait que la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires. Et là, on peut se demander si pour les utilisateurs de réseaux sociaux, ils se sont pas dit que la science était une affaire trop sérieuse pour la laisser aux scientifiques. Ils sont vraiment emparés de cette autorité sur les réseaux sociaux. Mais selon l'auteur italien Umberto Eco, j'ai trouvé les réseaux sociaux ont généré une invasion d'imbéciles qui auparavant ne parlaient qu'au bar après un verre de vin et qui ont maintenant le même droit de parler qu'un prix Nobel. Ainsi, un internaute anonyme devient capable de faire passer ses messages avec parfois 1000 fois plus d'impact et de retentissement qu'un très grand expert en virologie, par exemple. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont indiscutablement modifié notre rapport à l'information, parce que peut-être qu'il n'y a plus tellement de différence entre ceux qui émettent des informations et ceux qui reçoivent des informations. On y reviendra tout à l'heure. Je pense qu'il y a un problème peut-être de tiers de confiance sur ces réseaux sociaux. Mais ce qui est certain, c'est que les masses médias ont apparemment fait sauter, c'est ce que dit Régis Debray, les clôtures de l'intelligentsia traditionnelle, et avec elles ses normes d'appréciation et ses barèmes de valeur. Régis Debray a fait un travail très intéressant sur l'impact, disons, de l'utilisation des outils de communication. Ça s'appelle la médiologie, sur la nature des informations transmises. Il dit qu'on est passé de la graphosphère où le texte était dominant, les livres étaient dominants, à la vidéosphère où les images étaient dominants, et aujourd'hui il parle d'hypersphère. Est-ce que dans cette hypersphère il y a encore une parole avec une véritable autorité scientifique? C'est vraiment ce qu'on a envie de vous poser comme question, chère Catherine Bréchignac. Est-ce qu'on est à l'heure de la post-vérité? Il y a encore une possibilité que la parole scientifique ait un poids, une autorité? De toute façon, elle aura une autorité par le fait que, moi je crois à l'exemple et à ce qui se passe. Regardez les vaccins. On a inventé les vaccins, en un an, on a réussi à faire des vaccins, pas les Français, mais enfin les scientifiques du monde entier. Voilà, donc ça c'est clair que la science progresse. Et donc, on aura toujours besoin des scientifiques. La chose qui s'est passée avec le Covid, c'est que en fait, il y a eu deux choses qui se sont passées. La première, c'est que
très souvent, les gens confondent recherche et science. Et alors la science, c'est quand on a un savoir qui est déjà bien ancré, qui est parfaitement, je dirais, établi par des déductions, par des hypothèses, des comparaisons avec des expériences, etc. Et la recherche qui est toujours le doute. C'est la frontière. Parce que c'est la frontière avec l'inconnu. Et quand vous avancez dans l'inconnu, vous avancez sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc vous faites un pas, vous reculez, vous remarchez, etc. Donc en fait, les scientifiques sont souvent des chercheurs, même tout le temps. Donc ils ont à la fois ce côté scientifique quand ils transmettent les connaisses, et puis chercheurs quand ils sont devant l'inconnu. Et ça, c'est arrivé au grand jour, devant tout le monde, et donc on a été considérés comme étant ils savent pas répondre à la question. Eux non plus ne savent pas. Oui, voilà. Bien sûr, quand on Parce que vous avez un peu lavé votre linge sale. Habituellement, on lave notre linge sale entre nous, et ça. Là, on était tellement pris par dépassé par la pandémie que finalement on l'a fait au grand jour. Et je crois que c'est un bien, parce que il faut jamais se cacher de toute façon. Et donc, il faut voir les choses comme elles sont comme ça, en recherche, on avance, on recule, on repart, etc. Alors, à côté de ça, donc ça, c'est les scientifiques, mais on n'a pas entendu beaucoup de scientifiques, en fait. C'est vrai. Pendant la pandémie. Extrêmement peu. Vous n'avez jamais entendu. Des médecins. Mais c'est à moitié des scientifiques, les médecins, faut pas rigoler. Alors, est-ce que vous avez gardé le silence, ou est-ce que vous n'avez pas... de recherche. Non, on ne nous a pas tellement posé les questions, et deuxièmement, chacun, il venait avec son opinion. Et il faut différencier l'opinion de quelqu'un, n'importe qui a le droit d'avoir une opinion. Même s'il est scientifique, il peut avoir une opinion. Absolument, et une opinion. Et deuxièmement, comparer ça à la réflexion sur et la progression de la science. Donc en fait, on a eu cette espèce de truc, et on a eu des gens qui se sont mis en experts ou pas d'experts, ce que je sais moi, etc. Alors regardez par exemple, je vous prends un exemple très simple, les masques. Mais les masques, c'est pas de la science. Masque, c'est quoi? C'est quand vous avez une épidémie, qu'est-ce que faisaient les gens autrefois? Ils allaient se cacher loin pour pas récupérer Newton, par exemple, il partait retrouver chez sa mère pour pas avoir la peste qui arrivait de Londres. Bon, très bien. Donc c'est exactement ça. Donc nous, on n'avait pas de vaccin. On ne savait pas soigner la maladie, donc on nous a dit la meilleure chose, c'est mettre des masques. Comme on n'avait pas de masque, la seule chose qu'il fallait faire, c'était de se confiner. Il n'y avait pas d'autre solution pour arrêter la propagation. C'est pas de la science. Non, ça c'est de la politique ou de la réaction pratique. C'est du bon sens. C'est ça. Donc voilà. Là-dessus, il n'y avait pas à réfléchir. Alors après, on nous a raconté des histoires d'épidémie avec le R0 et compagnie. Mais ça aussi, il y a une différence entre les statistiques et les probabilités. Les statistiques, c'est à partir de... Vous faites des statistiques, c'est mathématique, et ça s'applique à toutes les statistiques. Les probabilités, la probabilité d'attraper une maladie, elle dépend de l'âge, évidemment, parce que il vous faut des anticorps. Les enfants sont capables de créer des anticorps beaucoup plus rapidement que les adultes, donc ils sont beaucoup moins sensibles parce qu'ils réagissent beaucoup plus vite. Plus vous vieillissez, moins vous réagissez vite, ça aussi c'est quand même assez connu, et donc petit à petit il aurait fallu expliquer complètement, correctement, prendre le temps de le faire, le temps de la réflexion, plutôt que de balancer à toute vitesse des avis des uns et des autres sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les statistiques, si on en a, elles concernent le passé, et en fait les probabilités, ça interroge l'avenir, et l'avenir il n'existe pas encore. Les probabilités, c'est des lois de probabilité, donc qui dépendent intimement du phénomène que vous regardez, et les statistiques, c'est les statistiques quand vous avez des probabilités. Et vous nous dites, donc, en tant que physicienne aussi, que la médecine, c'est pas tout à fait une science. Non, parce que vous avez deux types, je dirais deux sciences. Les médecins sont des gens absolument fabuleux. Moi, si je suis malade, évidemment, je vais voir un médecin et j'ai complètement confiance. Évidemment. Mais ce sont des gens qui ont de la culture empirique. C'est-à-dire qu'en fait, ils se basent justement sur tout ce qu'ils savent du passé. Alors que plus les biologistes ou les scientifiques, eux, vont plutôt regarder des mécanismes de déduction. Et on a besoin des deux. Mais c'est différent, c'est deux approches de populations différentes, de choses différentes. On a besoin des deux. Et donc c'est ça qu'il faut regarder. N'étaient pas au courant. Et les gens n'étaient pas au courant. Ça ne s'oppose pas, au contraire, c'est complémentaire, mais absolument. Et donc je dois dire que les médecins ont été remarquables dans cet épisode Covid. Donc on a finalement très peu entendu parler de scientifiques en fait dans cette histoire. Je comprends, ce sera la conclusion, mais j'avais quand même une question qui me brûlait les lèvres. On a vraiment l'impression
l'impression tout de même, c'est en tout cas l'impression que beaucoup de gens ont, que les scientifiques sont un peu maintenant sous le contrôle, comme les politiques d'ailleurs, des pouvoirs économiques. On serait un peu passé, alors dans le domaine de la médecine, de Pasteur à Servier, si vous voulez, et regardez ce qui s'est passé avec The Lancet. Est-ce que ça, pour vous, c'est quand même un problème de fond, d'abîmer la parole scientifique par la puissance de l'argent? Vous ne pouvez pas faire autrement. De toute façon, l'économie est aussi mélangée à la société. Donc, automatiquement, il y a toujours des gens qui ont envie d'aller plus vite que ce qu'il faut. Et dans un sens, ils n'ont peut-être pas tort. Donc, je crois qu'il faut être tout d'abord un scientifique, quand il est d'un niveau suffisant, il est relativement modeste. Il va pas parler de ce qu'il ne sait pas. Et puis, deuxièmement, il est pris par le monde économique qui a envie d'utiliser ces résultats au plus vite possible pour faire quelque chose. Le temps, c'est de l'argent. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment, Madame la clinicienne. À bientôt. Merci à vous aussi. Merci Catherine Bréchignac. Merci à Guillaume Bigot. À Juliette Briens. Politique sous influence revient samedi prochain. On sera plus en direct de Saint-Raphaël. A priori, on sera en direct des studios de Sud Radio. Soleil de Saint-Raphaël. Exactement. Adieu au soleil de Saint-Raphaël et adieu les rencontres de Saint-Raphaël organisées aujourd'hui par la revue politique et parlementaire.